1, 2, 1, 2. Dans la partie précédente. En 1 minute, hein, 1 Ouais. minute 30, c'est quoi la situation dans laquelle on se trouve là, à l'échelle globale? En 1 minute 30, Oui, c'est oui, facile, oui. quoi. On va dans le mur en klaxonnant, enfin, c'est très clair. J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute, quoi. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 2, Nicolas. Faire bifurquer son secteur? On va dans le mur en klaxonnant, enfin, c'est très clair. C'est très clair, et ce qui est rassurant, c'est qu'on voit plein de gens qui ont envie de faire bouger les choses. Mais ce qui l'est moins, c'est qu'on voit qu'il y a encore plus de gens qui, globalement, si, auraient très envie qu'elles changent, mais sans faire d'efforts. C'est-à-dire que c'est toujours aux autres, soit aux autres pays, les Chinois, les Américains, soit aux autres les agriculteurs, soit aux autres les riches, soit aux autres les machins. Enfin, il y a toujours, voilà, c'est toujours aux autres de bouger. Le gouvernement, évidemment, ça, le gouvernement, voilà, c'est toujours aux autres de bouger. Et ça, c'est un peu désolant, parce qu'en fait, non. Enfin, si, les autres doivent bouger aussi, mais... aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Voilà. Je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même, me semble-t-il. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Comment est-ce que tu as cette prise de conscience? Alors moi, ça a été un très très long cheminement, qui n'est d'ailleurs pas terminé. Hein. Bon, d'abord, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, déjà, enfant, j'étais déjà plutôt, effectivement, dans la nature, dans la forêt, voilà, à me remplir les yeux et les poumons et les mains et tout ça de toute cette nature. Et j'étais déjà très mal à l'aise parce qu'étant à la campagne, quand mon père partait à la chasse ou quand on allait tuer le cochon, c'était déjà des choses qui me retournaient un peu les tripes, hein, déjà à l'époque, sans bien pouvoir verbaliser pourquoi. Et puis quelques années plus tard, j'ai commencé à militer à l'époque, quand j'ai commencé à découvrir la montagne, j'ai aussi découvert les menaces qui pèsent sur la montagne. Alors, à l'époque, la fonte des glaciers n'était pas encore un sujet. En revanche, les ours des Pyrénées étaient en train de disparaître. Et j'ai tout de suite fait partie, enfin tout de suite, dès que j'avais 17 ans, fait partie d'associations qui à l'époque militaient pour la protection et pour la réintroduction, puisque à l'époque où moi je me suis engagé là-dedans, il restait 5 ou 6 ours pyrénéens de souche. La dernière, Canel, a été braconnée dans les années, fin des années 90 ou début des années 2000, et puis après les ours slovènes sont arrivés. Le combat n'est pas du tout gagné. Donc voilà, j'ai commencé effectivement sur ces sujets-là, ce qui m'a amené à plus largement m'intéresser, parce que tout est lié, j'allais dire, à la fois au-delà des ours des Pyrénées, aussi à toute la biodiversité en général, aussi, bon, puisqu'on est en France, là aussi, avant de s'occuper des lions et des éléphants, occupons-nous de nos ours et de nos loups, et de tout ce qui ne se voit pas, les petits insectes qui disparaissent, les oiseaux, parce qu'évidemment, c'est plus facile de s'émerveiller devant un loup ou un ours que devant une blatte ou devant je ne sais pas quoi. Et puis, c'est le moment aussi où, là aussi progressivement, pour plein de raisons, j'ai commencé à m'intéresser à tous les peuples autochtones. Il y a évidemment un vrai lien entre tout ça. Et alors ça m'est venu encore différemment. C'est l'époque où j'habitais dans le Pays Basque et j'ai découvert la langue basque. Et une langue qui était à l'époque, et qui n'est pas tirée d'affaire, hein, qui était en grand danger d'extinction. Et une langue, c'est une façon de voir le monde. Plus les langues sont éloignées des nôtres, plus elles sont le marqueur d'une façon différente de voir le monde. Les Chinois ne pensent pas du tout comme nous. Et bien, tous ces peuples autochtones non plus, qui sont tous les uns après les autres en train de perdre leur langue et leur tradition. Alors maintenant, ils essaient de revenir, mais il y en a quand même beaucoup qui ont disparu entre-temps, et le combat n'est pas terminé.
Donc finalement, voilà, tout est un peu lié pour moi. Et ce cheminement m'a amené ensuite, encore quelques années plus tard, maintenant ça fait quelques années que je suis devenu végétarien, je vais dire à 95%, parce que, comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on arrête de fumer qu'on n'a plus envie de fumer. C'est pareil avec la barbac. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui mange une bonne côte de bœuf sous mon nez, j'en ai envie, parce que j'en ai mangé tellement que j'aime toujours ça. Donc, je dis pas que quelquefois je fais pas une exception. Quand on est invité et qu'il y a de la viande, ben, je mange, que d'abord ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux gens qui m'ont invité, que je goûte à leur cuisine. Donc, il ne s'agit pas non plus, enfin, pour moi en tout cas, mais voilà, je vais dire à 95% c'est terminé. Même chose d'ailleurs avec le poisson, c'est pareil. Et là aussi, finalement, j'y suis arrivé plutôt par l'éthique et par le bien-être animal que par le côté carbone. Et je me rends compte que finalement, on fait d'une pierre trois coups avec cette affaire-là. D'abord, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la planète et c'est meilleur pour tous les animaux. Donc finalement, pourquoi on ne le ferait pas tous? Mais là aussi, chacun fait son chemin à son rythme. Pour ceux qui ont envie de le faire. Hein. Justement, on a vu que tu avais fait son chemin. Tu es en cheminement toujours personnel. Tu essayes de faire cheminer aussi ton secteur, et le tourisme, c'est pas facile. Je prends ce que tu as dit sur les peuples autochtones, parce que quand tu es arrivé il y a 2-3 ans, ta première conférence de lancement de saison, c'est ponctué par l'intervention d'un photographe qui était passionné Maurice Rebex, des peuples autochtones. Et là, l'année dernière, au second lancement que tu as fait, tu as dit que ça avait pu en défriser quelques-uns. J'ai retenu cette phrase. Effectivement, tu as remplacé par une espèce de cours de marketing, de comment attirer les touristes par chez soi, qui était très intéressant pour les professionnels qui étaient là. Tout ça pour dire qu'on voit que le cheminement pour le secteur dans lequel tu évolues, il n'est pas facile. Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place et dont tu es fier et tu sens qu'il y a des acquis, la base est là et ça va dérouler avec l'ensemble du secteur? On verra après pour ceux qui n'ont ce qui est en cours, qui est lancé pour moi, qui va continuer. On a lancé depuis 2 ans, on avait lancé un partenariat avec L214 pour faire une sensibilisation auprès des restaurateurs sur la cuisine végane et végétarienne. Je ne m'étais pas fait casser la gueule, contrairement à ce que certains pensaient. Voilà. Et cette année, ça y est, on démarre des cours de cuisine végé et vegan auprès des restaurateurs. On a tout un cursus qui va démarrer au mois de décembre. Là, on va en former une quinzaine. Et puis l'objectif, c'est d'en former le plus possible. On ne les formera pas tous, parce qu'il y en a que ça n'intéresse pas, et puis ils n'ont pas le temps. Enfin, bon. Mais si on peut avoir un noyau qui progressivement fait tache d'huile, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Et même chose à l'espace en camp, où on a mis en place une charte traiteur depuis maintenant 18 mois. Par exemple, on interdit de servir du foie gras à l'espace en camp. Et puis on impose un pourcentage de produits locaux, frais, de saison. On interdit les viandes non issues de filière, on interdit de servir des viandes issues de filières industrielles, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on contrôle que la confiance n'excluant pas le contrôle, c'est valable un peu partout. Je ne suis pas dupe du fait que signer des chartes, on fait signer toute la journée des chartes, et on sait ce que deviennent toutes ces chartes. Voilà. Donc voilà, l'idée c'était pas de leur faire signer un papier, c'était de contrôler s'ils avaient bien signé. Et on a évidemment des surprises quand on contrôle, c'est plus ou moins appliqué, mais en revanche ce qui est vraiment intéressant, c'est que le fait de contrôler, d'abord on met quand même un peu la pression sur nos traiteurs, et surtout les fait progresser. Et me fait progresser aussi, parce que dans certains cas, on a mis des choses sur notre charte qui ne sont pas réalistes. C'est-à-dire qu'envoyer un cocktail pour 1000 personnes avec des produits frais uniquement de saison et locaux, ce n'est pas possible. On n'a pas les fournisseurs aujourd'hui qui sont capables, dans notre territoire, d'envoyer du produit frais pour 1000 personnes. Après, tous les produits locaux sont globalement beaucoup fléchés sur les cantines scolaires. Ce qui est très bien, hein, mais il n'y en a pas assez du coup pour fournir à tous les restaurants et, du secteur et tous les habitants. C'est une super nouvelle, du coup, ça veut dire que des filières peuvent se... Oui, mais ce qui veut dire que, donc là, il y a aussi à un moment donné un principe de réalité. Bon, ok, le local, on va dire que c'est jusqu'à 300 km, parce qu'effectivement, on n'est pas producteur de tout, et puis c'est aussi, dans certains cas, il faut aussi être un peu réaliste quand on dit poisson de la criée de La Rochelle. Poisson de la criée de La Rochelle, ça ne veut pas du tout dire que le poisson il est local, il a pu être pêché dans l'océan Indien.
Juste, il a été débarqué à la palisse et il a été vendu à La Rochelle. Ça n'est en rien une garantie. C'est mieux que s'il est de la criée de Boulogne. Au moins, il n'a pas fait en plus les 500 bornes en camion pour venir. Mais quelquefois, il a quand même fait le trajet 4 fois. Hein. Bon. Ça, vous pouvez le vérifier? Bah, je ne suis pas capable de le vérifier. Enfin, si j'avais le temps et si je m'appelais Hugo Clément ou autre, j'irais faire un reportage là-dessus. J'ai vu celui sur le carton l'autre jour, c'est édifiant. Mais c'est, voilà. En même temps, c'est mieux s'il vient de la criée de La Rochelle que s'il vient d'ailleurs. Mais ça n'est pas en soi un gage de vertu, on va dire. Même chose pour les grossistes en fruits et légumes. Les grossistes de fruits et légumes à La Rochelle, ça ne veut pas dire que les tomates, elles ne viennent pas de l'autre bout du monde, surtout en hiver. Donc voilà, il faut être un peu aussi vigilant sur ces sujets-là, pragmatique, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain tout révolutionner, mais un peu tatillon quand même pour faire progresser. D'ailleurs, un des traiteurs avec qui on travaille a dit, bah, grâce à toi, je viens de signer mon premier marché sur un très gros dossier, parce qu'il fallait faire du 100% végé, et que maintenant je sais faire, parce que depuis 2 ans à l'encan, bah, avec toi on en fait. Voilà, donc tu nous as obligés à progresser, mais au sens positif du terme. Moi c'est tout ce que je cherche, c'est tout ce que je recherche. Ouais, parce que parfois, des fois, on n'est pas dans la thématique alimentation, mais c'est qu'ils n'ont pas forcément le savoir-faire. Mais non, ils ne savent pas faire. On apprend encore aujourd'hui dans les lycées hôteliers français, globalement, à lever des filets, le tourneau de Rossini, enfin la grande cuisine à la française, cuisine végé, ça commence tout doucement, mais c'est très très lent, ils savent pas faire, parce que c'est pas si simple, hein, de cuisiner des légumineuses, de cuisiner des algues, ça s'apprend, sauf qu'ils n'ont jamais appris, effectivement. Bon, la végétalisation de l'assiette au sein du secteur touristique, là, c'est bon, c'est gagné. Ah, c'est pas gagné, c'est pas gagné, ça commence. Non, mais quand même, la pulsion est donnée. Maintenant, tu n'as pas eu de levée de bouclier, parce que je me souviens avoir assisté à un événement où tu avais dit, il y avait trois gros traiteurs, voilà, tu avais dit ce sera végétarien, et ils présentaient des choses végétariennes, c'était très bon. Ils ont pris le pli maintenant, ça y est, alors ils sont plus ou moins convaincus, hein. Certains le sont, d'autres le font maugréant, mais ils le font. Ils ont appris, ils savent faire, quand leurs clients leur demandent, ils savent faire, et moi c'est ça qui m'intéresse, effectivement. On ne peut pas convaincre tout le monde, hein, c'est pas possible, puis voilà, chacun il va aussi à son rythme. Sur le transport, c'est un vrai sujet. Je vais te demander, c'est quoi à l'inverse ton gros chantier que tu as envie d'amorcer ou qui est déjà amorcé mais qui est un peu difficile? Les chantiers qui sont extrêmement complexes, c'est des chantiers liés au transport, parce que je n'ai pas la maîtrise. Le réseau de transport en commun est porté sur la globe par la CDA, et après au niveau régional par la région, et puis après au niveau national, bon, voilà. Je peux sauter comme un cabri sur ma chaise en disant à la SNCF il faut plus de trains et il faut qu'il soit moins cher, enfin voilà, ça sert à rien. Donc je le dis même pas parce que ça sert à rien. D'autres le disent, peut-être que voilà. Et donc voilà, ça c'est le côté quelquefois un peu frustrant de se dire qu'on n'a pas tous les leviers puis on les aura jamais. Il faut être aussi réaliste, donc il faut agir là où on peut. Mais sur le train par exemple, on a quand même franchi malgré tout un palier cette année, puisqu'on a intégré dans notre produit CityPass pour la première fois le TER. On est le premier territoire en France à avoir réussi à dealer avec la SNCF, ce qui n'était pas facile. Donc le TER fait partie de notre offre. Et on se rend compte, c'était le premier été, hein, c'était un peu expérimental, que ça marche. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont un produit touristique qui leur donne accès gratuitement et en illimité au réseau de train, ils le prennent. Ils le prennent. Parce que toi, ton enjeu, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je le redis, c'est que les gens, quand ils viennent sur le territoire de l'Agglo, 28 communes, ils ne restent pas 2 jours, mais 15 jours, et si possible, pas entre les 2 tours. C'est ça. Qu'ils profitent de l'ensemble de ce territoire qui a plein de richesses. Voilà, on a aujourd'hui, on est trop une destination d'excursion. On vient à la journée de l'île de Ré ou d'ailleurs, quand il pleut, on vient faire un tour sur le Vieux-Port, visiter les tours, l'aquarium et les restaurants, ce qui est très bien, hein. Très bien pour tous les professionnels concernés. Ça n'est pas suffisant pour le territoire. Et ça génère aussi des effets secondaires de circulation, de congestion de la ville à certains moments. Donc ce qui nous intéresse, c'est que tous ces visiteurs restent en tout cas suffisamment longtemps pour découvrir effectivement un peu plus loin que le cœur de ville de La Rochelle, qui circulent sur le territoire au sens large. Et pour qu'ils restent longtemps, il faut leur montrer, leur donner à visiter un peu plus que l'hyperproximité. Donc d'où ce produit qui effectivement incite à partir un peu plus loin, à rayonner un peu plus. Et toi, je me souviens que tu avais dit que tu avais une vision du tourisme qui était du tourisme durable, oui. Parce que c'est une thématique de la recherche. Que le tourisme, c'est celui qui laisse des traces. Le tourisme durable, c'est celui qui laisse des traces uniquement dans les souvenirs. Oui. Et du coup, c'est ta ligne directrice.
c'est pour ça que les chiffres, finalement, à la fin... C'est l'un des enjeux, et là-dessus, en France, on n'est pas très bon sur l'observation touristique, et notamment, on a beaucoup de mal à mesurer autre chose que de l'économie.